Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection dirigée par Samia Kassabcharfi. Sephar. Collection dirigée par Samia Kassabcharfi. Parution. 1. Patrick Vauday, Gauguin Voyage au bout de la peinture, 2010. 2. Ilaria Vitali, Intrangei. Post-migration et nouvelles frontières de la littérature beurre, 2011. 3. Ilaria Vitali, Intrangei 2. Littérature beurre, de l'écriture à la traduction, 2011. 4. Pierre-Yves Dufeu et Antoine Hatzenberger, L'Afrique indéfinie, 2012. 5. Yann Frémy, Verlaine, La parole ou l'oubli, 2013. 6. Emna Beltaïef, Remise de peine de Patrick Modiano. Voyage au pays de l'enfance, 2013. 7. Senda Souabnijlidi, Le journalisme moral d'Albert Camus, 2014. 8. Yann Frémy, Mémoires inquiètes, de Rimbaud à Ernaud, 2014. 9. Anessa Vetecongolo, Le conte d'hier aujourd'hui. Oralité et modernité, 2014. Comité scientifique pour cet ouvrage. Frédéric Abécassis, Ins de Lyon. Charles Bonne, Université Lumière Lyon 2. Maxime Delfiol, Université Paul Valéry Montpellier 3. Claudia Groenman, Université de Mannheim. Pascal Roux, Université Grenoble-Alpes. Randa Sabri, Université du Caire. Hubert Tulon, CICLIM. Remerciements. Nous tenons à remercier chaleureusement les collègues qui se sont impliqués chacun eux selon ses propres disponibilités, dans la mise en œuvre de la journée d'études, 23 novembre 2012, et ou du colloque, du 23 au 25 octobre 2013, ayant mené à la publication du présent ouvrage. Les membres du comité de lecture méritent particulièrement notre gratitude. De vifs remerciements sont également dus à Faiza Betayeb qui, en tant que responsable administrative et financière de l'équipe d'accueil Passage 2021, et A4160, a accompagné l'ensemble de la manifestation depuis sa conception jusqu'à la préparation de la publication. Puisse-t-elle obtenir entière satisfaction et plein succès dans les nouvelles fonctions qu'elle a prises entre-temps. Merci enfin à tous les partenaires qui ont apporté leur contribution à l'organisation de la journée d'études et, ou, du colloque. Les associations. Association France-Algérie-Rhône-Alpes, AFARA, Coordination internationale des chercheurs sur les littératures maghrébines, CICLIM, Coup de soleil en Rhône-Alpes, Forum de solidarité euro-méditerranéenne, FORSEM. Les institutions universitaires. Université Lumière Lyon 2, Faculté l'ESLA, Département des Lettres, Passage 2021 et A4160, École doctorale. École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, Lyon. Texas Tech University, Université de Blida, Algérie, Université de la Manouba, Tunisie, Université de Tunis, Université Denis Diderot Paris 7, Université du Caire. Les autres institutions. La région Rhône-Alpes qui a encouragé ce projet à travers son programme de soutien à la recherche ARC 5, le Bureau Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie, le site Clé des langues et du SCOL, Ins de Lyon, et sa coordinatrice pour la langue arabe, Nariman Abdalrahman. Les éditrices. Hommage à Charles Bonne. Il n'est jamais aisé de sacrifier au rituel de l'hommage sans prendre le risque de banalité et de formules toutes faites, ni celui de donner l'impression d'enterrer symboliquement un aîné. Mais la dette ne contraint que celui qui la reconnaît, comme le disait Bruno Gelat dans son allocution de clôture des journées qui ont donné naissance à ces actes. Notre dette de chercheurs sur les littératures et l'histoire du Maghreb et plus généralement du monde arabe est considérable à l'endroit de Charles Bonne. D'abord, parce qu'il a été l'un des premiers à orienter sa recherche vers ce champ encore émergent. Ensuite, parce qu'il est le créateur de l'IMAG, avec l'aide de la CICLIM, Coordination internationale des chercheurs sur les littératures maghrébines, et la complicité initiale de Abdallah Mdari Alaoui. Cette initiative a permis à d'innombrables universitaires et acteurs du champ littéraire francophone maghrébin de sortir de leur isolement,
d'accéder à des informations et à des bibliographies précises, d'échanger avec leurs pairs. Sous ce rapport, Charles Bonn est un pionnier qui a eu l'intuition à une époque où les banques de données n'étaient ni connues ni reconnues, de la nécessité d'un réseau articulé à une base de travail partagée. Il y a consacré une grande partie de son temps, prenant le risque de prodiguer celui précieux, qu'il aurait pu consacrer à une recherche académique plus classique. En contrepartie sont nées de nombreuses vocations dans les générations successives d'étudiants et d'universitaires à travers le monde. À preuve, l'IMAG constitue désormais un observatoire indispensable des champs littéraires et artistiques maghrébins au sein de l'espace méditerranéen. La conception de l'IMAG s'appuie sur des outils bibliographiques simples et interactifs. Elle permet de croiser les entrées ou de les restreindre. Elle ne postule pas la littérature maghrébine comme un champ accent aigu au culturel unifié, mais divers, pluridisciplinaire, multicentré. La seule limite qu'elle impose est celle de la langue de recherche bibliographique, le français. Mais le projet actuel, porté par les mêmes acteurs auxquels s'est jointe l'équipe de Passage 2021 et A4160, et qui est soutenu par le réseau mixte LAFEF, est d'élargir les possibilités à d'autres langues, particulièrement à l'arabe et à l'amazigh. Si l'IMAG est au centre de la recherche littéraire et artistique sur le Maghreb et le monde arabe, le site a également, dès le commencement des révolutions arabes, recueilli des témoignages, des chroniques, des articles, des textes de fiction. En cela, Charles Bonn avait raison d'interpréter le titre du colloque en revenant sur ses propres inattendus. Son destin de chercheur s'est trouvé lié à cette région, et plus particulièrement à l'Algérie au départ, mais au-delà, son parcours s'est ouvert vers d'autres pays, le Maroc, la Tunisie et désormais le Machrek. Ainsi la pérennisation de l'IMAG est-elle sans doute le plus bel hommage que nous puissions rendre à son créateur. Et c'est à cela que l'Université Lumière ainsi que le laboratoire Passage 2021 se sont attachés en décidant d'assurer durablement l'hébergement et le développement de la base de données, initiée par Charles Bonn. AVANTDIRE. Mais inattendu, dans ma découverte de la littérature algérienne à travers ses premiers romans. Charles Bonn. Université Lumière Lyon 2. La thématique de ce colloque a été proposée alors que les révolutions arabes étaient encore en cours, et surprenaient le monde par leur caractère inattendu. Comme beaucoup de nostalgiques de mai 68, j'étais alors rivé aux informations, et cet inattendu qui bousculait tous les discours sur le monde arabe me faisait rêver d'une révolution certes politique, mais surtout langagière. D'une déstabilisation de ce faisceau d'évidences et de clichés sur quoi repose notre communication sociale, et la place assignée à chaque locuteur comme à son discours prévisible. Depuis la déception qui a suivi, mais qui était pour moi également un inattendu, il a bien fallu repenser cet enthousiasme, certes, mais plus profondément aussi ce qu'était véritablement l'inattendu de l'hiver 2010 à 2011. Des voix se font entendre depuis, pour dire que cet inattendu ne l'était pas tellement, qu'il y aurait eu des manipulations politiques extérieures. Et par ailleurs l'absence de véritable révolution en Algérie interroge, alors que l'Algérie est probablement le pays arabe où le discours critique, principalement dans la presse, est traditionnellement le plus virulent. Il ne m'appartient pas de donner à ces questions une réponse politique, pour laquelle je ne suis guère compétent. Mais je peux m'interroger, à la lumière de ma propre expérience de lecteur de la littérature algérienne, sur l'inattendu langagier que représenta pour moi la découverte de cette littérature, et mettre cet inattendu en rapport avec les attendus d'une critique souvent oublieuse de mémoire. 1. Le hasard initial. Mon premier contact avec cette littérature fut déjà un inattendu de taille. Il a fallu que je sois nommé par hasard à l'université de Constantine, poste que je n'avais pas spécialement demandé mais qui me séduisait bien, en 1969, au tout début de ma carrière d'enseignant, pour me permettre de découvrir l'existence même de cette littérature totalement absente alors et pour longtemps encore, de l'enseignement littéraire en France. Le jour même de mon arrivée, je poussai la porte rue Aban Ramdan de la plus belle librairie de la ville, devenue depuis épicerie, et j'y découvris bien en évidence le livre d'un auteur inconnu, Le Polygone étoilé de Kateb Yassine.
Je le lus et fus saisi d'un fort sentiment d'étrangeté. Je sentais confusément que c'était un grand texte et en même temps je n'y comprenais rien. Le professeur de français sûr de lui que j'étais en fut profondément vexé. C'est l'inattendu de cette vexation qui devait décider de toute mon évolution ultérieure de chercheur et d'enseignant. Il s'agissait bien d'un double inattendu. D'une part la découverte d'une littérature dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et qui devait pour longtemps encore rester quasi inconnue en France. Littérature surgit d'un espace dans lequel la perception quelque peu paternaliste du monde qui fonctionnait alors comme une évidence ne s'attendait pas à trouver de littérature, du moins en langue française, et surtout, de littérature d'une si haute exigence qualitative. Tout au plus me serais-je attendu à des témoignages sans prétention littéraire sur la guerre d'Algérie, ou à des descriptions de l'espace traditionnel algérien, que mon engagement anticolonialiste m'amenait tout naturellement à rechercher. Trouver des auteurs qui, comme Mouloud Feraoun, auraient cherché à montrer que les Kabyles étaient précisément des hommes, ne m'aurait pas surpris. Mais être confronté d'emblée à une telle exigence littéraire m'ébouriffait. 2. Un continent oublié. Je m'empressais donc, dans un premier temps, de retrouver une cohérence dans mon attente. Mon engagement pour l'Algérie en 1961 à 1962 me faisait en effet me reconnaître dans ces intellectuels français anticolonialistes évoqués par Abdelkébir Katibi dans son roman maghrébin, première étude publiée comme par hasard en 1968 sur cette littérature. Intellectuels qui cherchaient des descriptions de la société maghrébine traditionnelle, pour les opposer à la négation de la culture des colonisés par le discours colonial dominant. Or cette attente politique que je découvrais dans le livre de Katibi et dans laquelle je me reconnaissais, rejoignait la préoccupation qui était déjà la mienne bien avant de partir en Algérie, celle du surgissement d'écriture dans des espaces habituellement considérés comme non littéraires. M'étant toujours senti, pour diverses raisons parmi lesquelles ma marginalité d'Alsacien n'était pas des moindres, comme étranger au sérail d'une littérarité qui néanmoins me fascinait, je m'étais longtemps intéressé aux écrivains autodidactes, avec lesquels le petit livre intitulé Les autodidactes, de Benigno Cáceres, lui-même charpentier et cofondateur avec le sociologue Joffre Dumazédier de l'association Peuple et Culture dont je faisais partie, m'avait familiarisé. J'avais ensuite tenté dans mon mémoire de maîtrise sur Jean-Jacques Rousseau autodidacte, de décrire les caractéristiques qui faisaient de l'écriture de Jean-Jacques celle d'un autodidacte. À l'université de Constantine, je partageais cette découverte littéraire du continent oublié de la paysannerie algérienne, pour reprendre l'expression de Mohamed Dib, avec François Desplanques, et c'est avec un enthousiasme tiers-mondiste commun que nous faisions parfois cours ensemble sur Feraoun, Mameri, ou la trilogie de Mohamed Dib, que François comparait avec les romans des néoréalistes italiens, alors que moi je m'interrogeais de plus en plus sur la notion d'espace en littérature que j'approfondissais à l'aide des apostrophes. Essais féconds comme les structures anthropologiques de l'imaginaire, de Gilbert Durand, la poétique de l'espace de Gaston Bachelard, et puis, plus adapté au contexte maghrébin, le magnifique Chébika de Jean Duvigneau. J'étais de plus encouragé dans cet approfondissement de leur imaginaire par mes étudiants, dont certains s'en souviennent encore, et ce travail sur l'espace devait me fournir progressivement la matière d'un bon tiers de ma première thèse publiée en 1974. Pourtant la structuration binaire de l'espace imaginaire maghrébin que j'ai développée dans cette thèse devait bien vite ne plus me satisfaire. Cette opposition entre terre, espace rural et maternel à la fois, mais anhistorique, et cité, espace citadin politique, viril où l'histoire se joue que mes étudiants approuvaient pourtant, ne permet pas en effet de voir que l'espace maternel, même anhistorique, ce que je devais contester plus tard, n'est pas forcément un espace rural. Les romans de Mohamed Dib parmi d'autres, majoritairement citadins même si avec François nous avions tendance à privilégier l'incendie, nous montrent un Labeyn cherchant refuge au contraire, contre la lumière aveuglante de la ville européenne, dans l'obscurité protectrice de la vieille ville. Et le mouvement spatial de ce personnage invalide du coup aussi la perception de la ville comme espace historique opposé à l'anhistoricité supposée de la Terre, puisque c'est bien contre l'agression par l'histoire que Labeyn va se réfugier dans l'espace anhistorique mais citadin de la vieille ville. De plus l'espace historique et viril de la cité n'est pas que citadin, puisque la djemma, villageoise kabyle, si présente chez Feraoun ou Mameri, en reprend bien des aspects.
Et cette mise en cause de ma postulation d'une dichotomie spatiale binaire de l'espace décrit par les textes que j'étudiais, finit par mettre en cause par ricochet mon postulat d'extériorité de cet espace par rapport à celui d'une parole institutionnalisée de la littérature. Celui-là même qui m'avait fait choisir ces textes comme objet de recherche, dans le prolongement de mes réflexions sur l'autodidacte. Mise en cause peut-être déjà de ce que je pourrais appeler maintenant mon paternalisme engagé de cette époque enthousiaste. Or cette mise en cause devait être renforcée par la découverte, contre toute attente d'anciens militants, de la place relativement réduite des récits de guerre dans cette littérature. Les romans de grands écrivains algériens illustrant ce thème de la guerre sont en effet relativement peu nombreux, et ne se développent guère dans l'optique manichéenne qu'on attend souvent de ce type de littérature à chaud. L'élève et la leçon 1960 ou Le quai aux fleurs ne répond plus, 1961, de Malek Haddad, Les enfants du Nouveau Monde, 1962, d'Assia Djebar, ou encore L'opium et le bâton, 1965, de Mouloud Mameri sont d'abord des romans d'un grand humanisme d'où tout manichéisme est exclu, ce qui fait d'ailleurs que l'adaptation cinématographique de ce dernier roman par Ahmed Rachedi le trahit complètement, pour en faire un mauvais western. Quant à Qui se souvient de la mer, 1962, ou La danse du roi, 1968, de Mohamed Dib, Yahya, Pas de chance, 1970, ou Le chant des oliviers, 1972, de Nabil Fares ou Les alouettes naïves, 1967, d'Assia Djebar, ces romans sont essentiellement une mise en scène de la difficulté ou de l'impossibilité de dire horreur, et non pas le récit commémoratif que certains attendraient. Par contre l'épique, qu'on trouve cependant chez Assia Djebar, apparaîtra surtout bien plus tard autour des années 1970 en Algérie même, dans une littérature semi-officielle publiée par la Maison d'édition nationale, la SNED, ou encore dans l'éphémère revue Promesse, que dirigeait Malek Haddad pour ce qui n'est pas sa plus grande gloire. Il s'agit de textes répondant à un véritable appel d'offres, sous forme par exemple du prix Redaou instauré alors, et dont le programme, selon la plus pure tradition dirigiste, était la commémoration des hauts faits de la Révolution, au nom de modèles d'écriture dont le critère devait être, selon Malek Haddad lui-même, l'authenticité, c'est-à-dire la conformité avec les directives du parti et l'absence totale de réalisme objectif. Cette littérature de commande dans laquelle on trouve cependant déjà le premier roman de Rachid Mimouni, qui ne deviendra un grand écrivain que plus tard, Le printemps n'en sera que plus beau, a probablement contribué à l'image négative de la littérature nationale apparue dans mon enquête. Elle a en tout cas battu des records d'impopularité, puisque les piles de ces livres alors généreusement distribués dans les librairies, elles aussi d'État, restaient désespérément intactes. Et elle a certainement été en tout cas, un des antimodèles contre lesquels se construisit dans les années 1970 ce que j'appelle la seconde naissance du roman algérien, qui se fit essentiellement à l'étranger, tandis que sur place l'émission de Jean Sénac sur Radio Alger chaîne 3, Poésie sur tous les fronts, joua quelque temps ce rôle contestataire de l'intérieur. Or si cette commémoration encadrée de la guerre était majoritairement rejetée par les lecteurs potentiels que j'interrogeais dans la même thèse, la description de la vie immémoriale des villages l'était tout autant, ce qui peut s'expliquer en partie par le fait que ce public était essentiellement composé de néo-citadins pour qui cette description représentait une régression. Quoi qu'il en soit, les deux objets de mon attente engagée se trouvaient ainsi mis en cause par ce public dans l'optique même de mon engagement, que j'en arrivais de ce fait à relativiser. Il devenait de plus en plus évident que l'attente des publics n'était pas la même selon qu'il s'agissait d'un public algérien ou français, même si dans les deux cas cette attente pouvait être liée à un engagement similaire. Mais cet engagement lui-même devait être du coup réexaminé, et peut-être ne même plus constituer le moteur qu'il avait été jusque-là pour mes recherches, dont il compromettait l'objectivité jusqu'à se mettre en contradiction avec lui-même par ce préalable. Le divorce entre les attentes différentes face à cette littérature, des deux publics concernés, m'interrogea donc. Et en même temps je constatais que des deux côtés ces attentes reposaient sur des a priori ignorant la notion même de littérarité, et le fonctionnement sémantique propre du texte littéraire. D'ailleurs dès les débuts de cette littérature, le malentendu ne s'était-il pas déjà manifesté lors de la polémique soulevée par deux articles dans Le Jeune Musulman à propos de la colline oubliée de Mouloud Mameri ?
La question devint ainsi très rapidement une des questions centrales du débat que nous connaissions tous, dans ces années 1970, sur la relation entre littérature et engagement, ou encore sur l'efficacité subversive du texte littéraire. Le dire explicite d'un discours d'opposition était-il plus efficace ? Il se situait dans un texte transparent, sans recherche littéraire, que la subversion scripturale de textes à la lecture plus difficile comme ceux en Algérie, de Kateb Yassine dès les années 1950, ou de Rachid Boujedra ou Nabil Fares dans les années 1970 ? Et ce, d'autant plus dans ce contexte où une littérature officielle tentait d'accaparer la mémoire de la guerre par un discours trompeur de commémoration qui n'intéressait personne, alors que la demande d'un dire des malaises du réel vécu au quotidien taraudait au contraire le public de jeunes qui fréquentaient mes cours et réclamaient les livres réputés interdits même s'ils ne l'étaient pas, comme la répudiation de Rachid Boujedra parmi d'autres. Ce ne fut pas en effet l'un des moindres inattendus auxquels je fus confronté dans ces années 1970, que le très grand nombre d'étudiants venus suivre mes cours sur Rachid Boujedra à l'université de Constantine, ou bien le véritable raz-de-marée qui provoqua en 1973 la venue de Jean Sénac et des jeunes poètes Q'. Il avait fait connaître dans son émission Poésie sur tous les fronts de Radio Alger chaîne 3, ou dans sa célèbre anthologie que Blandine Valfort évoque dans le présent volume. Par contre, on se doute bien que l'objet des débats, avec une foule aussi assoiffée, ne concernait pas la technique littéraire. L'attente d'un dire direct sur le réel vécu était trop grande. La spécificité littéraire des textes y disparaissait bien souvent. Ce malentendu entre la perception de l'écrivain supposé d'opposition, surtout lorsque son livre est censé être interdit, et la dimension littéraire de ce livre, me ramenait dans une certaine mesure à l'inattendu initial de ma découverte du polygone étoilé lors de mon arrivée à Constantine en 1969. Il fallait de plus en plus évaluer, dans le contexte particulier de l'Algérie prétendument socialiste et se cherchant encore un dire identitaire crédible, la place et l'efficacité de la qualité littéraire. Cette dernière n'était-elle pas plus efficace pour cette production identitaire, par la fonction performative de l'existence même de ces textes et de leur réception, que des proclamations identitaires ou contestataires directes, proclamations que l'actualité allait vite rendre anachroniques ? Quoi qu'il en soit, c'est bien là la question qui revenait dans tous les nombreux débats entre les écrivains et leur public dans ces années 1970. 3. Le récit fondateur par l'inattendu, Nejma, de Kateb Yassine. La plupart des critiques s'accordent pour faire de Nejma, publié en 1956, le véritable récit fondateur de cette littérature maghrébine, essentiellement par la rupture formelle qu'il apporta, constituant ainsi une réponse inattendue, et sans doute efficace par cet inattendu même, à la question que je viens de poser. J'avais commencé par faire de Nejma la lecture idéologique courante. Le personnage étoile symbolisant l'Algérie, ces 4 soupirants symbolisant quant à eux les 4 partis nationalistes de l'époque, l'affirmation identitaire musulmane rappelée par le voyage à la Mecque, et la tribale par celui au Nador ou la visite de l'ancêtre Keblou à Rachid dans sa cellule de déserteur. La condamnation de la répression coloniale signifiée par le récit du 8 mai 1945 ou celui des emprisonnements de Rachid ou de Mourad. Enfin, l'autobiographie plurielle. Mais cette lecture ne me satisfaisait guère. D'abord parce qu'en voulant la préciser, je ne trouvais dans le texte aucun discours politique explicite. Tout au plus la petite phrase de Mustapha sur la patrouille sacrifiée qui rampe à la découverte des lignes, assumant l'erreur et le risque comme des pions raflés dans les tâtonnements, afin qu'un autre engage la partie, pouvait-elle donner une indication sur la relation des 4 personnages principaux du roman avec l'engagement révolutionnaire ? C'est peu. De plus, le récit fondateur de la tribu des Kebloutis relève bien plus du mythe tribal que de la prise en charge de l'histoire, dont se réclame l'idéologie. D'ailleurs, cette idéologie, quelle qu'elle soit, ne pouvait pas rendre compte de la polyphonie des récits qui caractérise ce roman et en constitue l'un des défis majeurs à la lecture. Et enfin la dimension épique de cette idéologie, que l'écrivain Kateb Yassine partageait pourtant, est en même temps mise à mal avec une grande férocité ironique, par exemple dans le petit poème de Lagdar après la manifestation du 8 mai 1945. J'ai ressenti la force des idées. J'ai trouvé l'Algérie irascible. Sa respiration.
La respiration de l'Algérie suffisait à chasser les mouches. Inutile de commenter la chute. Sonder le dire explicite du roman ne renseignant donc décidément pas, il fallait bien s'interroger davantage sur sa forme et la signification de cette dernière. Et là, un premier chemin était déjà quelque peu balisé. Il était facile en effet de constater que ce roman subvertissait radicalement le modèle romanesque hérité du XIe siècle français, tant dans la répartition des personnages, que dans la perturbation des chronologies, dans l'incertitude sur l'identité des narrateurs, etc. Et que cette subversion, dans la mesure où le roman est un genre occidental, dont l'histoire est liée à celle de l'industrialisation de l'Europe puis de l'Amérique du Nord, devenait ainsi politique, puisqu'elle visait en fait un symbole littéraire de la colonisation. La voie était ouverte du coup, pour chercher la production du sens, non dans un dire explicite le plus souvent absent, mais dans une mise en signification de la forme du texte. En approfondissant ainsi, j'étais amené à remettre en cause encore plus la lecture idéologique, puisque non seulement la respiration de l'Algérie ne suffisait que pour chasser les mouches, mais que les deux voyages identitaires, à la Mecque d'abord, puis au Nador, s'avéraient être l'un et l'autre des échecs, et là encore par le burlesque. Plus encore, si le personnage de Nedjma pouvait représenter l'Algérie, et si le pays à naître avait besoin de maîtriser son propre récit pour exister, pourquoi, alors que ses 4 amants sont successivement narrateurs dans le roman, Nedjma n'y est-elle jamais narratrice? Et enfin, s'il s'agissait de décrire le pays pour le faire exister, pourquoi n'y a-t-il pas de description dans ce roman? Toutes ces questions déplaçaient donc mon interrogation d'abord idéologique vers la problématique plus complexe de la productivité sémantique des récits, et de la relation encore plus complexe entre les modèles narratifs du mythe, de l'épopée et du roman, chacun de ces modèles apparaissant dans ce livre tantôt comme une réponse, tantôt comme un échec. C'est alors que se fit une des découvertes inattendues majeures. Le sens politique, qui n'est jamais l'objet d'un dire explicite, est produit entre autres dans ce roman par des juxtapositions de récits qui n'ont pas forcément de rapport logique entre eux ni de signification politique, mais qui prennent ce sens politique dans leur rencontre. Ainsi en est-il des 2 emprisonnements de Lagdar, par exemple. D'ailleurs, la juxtaposition de récits peut également montrer que c'est le fait que son récit soit narré qui fait exister un narrateur. C'est ce à quoi on assiste dans Nedjma à travers la juxtaposition dans la 3e partie du roman, du 12e et dernier chapitre de la première série de 12 dans laquelle c'était Mourad qui racontait l'histoire, problématique car livrée au compte-gouttes, de Rachid et de Nedjma qui commence par « Elle vint à Constantine sans que Rachid sût comment. Il ne devait jamais le savoir. » Et du premier chapitre de la série qui suit, et qui commence à la page suivante par « Elle vint à Constantine, je ne sais comment, je ne devais jamais le savoir. » Le récit à la 3e personne de l'histoire de Rachid par Mourad a en quelque sorte engendré le même récit, mais à la première personne par Rachid lui-même. Là où une causalité banale supposerait qu'il faille un narrateur pour qu'il y ait un récit, c'est l'inverse qui se passe. C'est parce que le récit des aventures de Rachid existe, grâce à Mourad, que Rachid peut en devenir lui-même le narrateur et exister de ce fait. Or cette juxtaposition productrice de sens va encore plus loin, et là c'est un inattendu majeur. Si dans le roman, contrairement à bien des lectures idéologiques erronées, les personnages ne sont pas encore de vrais militants, mais au contraire cette patrouille sacrifiée, dont parle Mustapha, ces mêmes personnages deviennent des maquisards dans le théâtre contemporain de la publication de ce roman. C'est cette juxtaposition de 2 genres littéraires différents qui va produire le sens politique. Et pourtant là encore, nouvelle inattendue, ce sens politique va être grandement cassé, ou en tout cas mis en doute par le fait que ce théâtre est un cycle tragique, dans lequel les personnages meurent tous. Enfin, l'inattendu majeur par rapport à la lecture anthropologique d'une bipartition de l'espace dans son rapport à l'histoire que je faisais jusque-là, devait être l'inversion du rapport à l'histoire de ces 2 espaces dans ce roman. En effet, si l'anthropologie comme le marxisme-léninisme considère que l'espace historique où peut se produire la révolution est citadin, le roman Nedjma, tout comme l'histoire de Algérie ou de la révolution chinoise, montre le contraire. De ces 4 personnages principaux, seuls Lagdar et Mustapha, tous 2 campagnards, participent à la manifestation du 8 mai 1945,
alors que les citadins Rachid et surtout Mourad se perdent dans de faux problèmes, identitaires pour Rachid, amoureux pour Mourad, et sont donc l'un et l'autre en situation d'échec, d'inefficacité historique totale, comme les villes au passé trop lourd dont ils sont issus. 4. L'ambiguïté tragique et le sacrifice fondateur. Ma lecture anthropologique de l'imaginaire ainsi mise à mal par ce texte majeur qu'est Nejma, il ne me restait plus qu'à la mettre à l'épreuve d'une relecture des premiers textes en rapport avec lesquels elle s'était construite. Et c'est là qu'une autre découverte inattendue eut lieu. Somme toute, ces romans censés être ethnographiques, pour décrire une civilisation méconnue, et participer ainsi à ce que la théorie postcoloniale revisitée par Jean-Marc Maurat appellerait une scénographie anthropologique, ne comportaient guère plus de descriptions que les classiques romans français du XIXe siècle qui dans une certaine mesure pouvaient leur servir de modèle. Et surtout, la description n'en constituait pas l'axe principal, puisqu'il était le plus souvent construit autour d'une action, qui pouvait se résumer à travers les va-et-vient des personnages principaux, à l'irruption tragique de l'historicité dans l'espace traditionnel villageois supposé anhistorique. C'est le cas chez Feraoun et Maméry, même si chez Dib c'est un peu plus complexe, puisqu'il n'y a pas vraiment d'espace anhistorique dans la grande maison, et si dans l'incendie les paysans arrivent eux-mêmes à la politisation, jusqu'à décider d'une grève, tout comme ceux d'ailleurs que décrit raconte Jean Duvigneau dans Chebika. En tout cas si les romans de Dib montrent une prise de conscience de l'intérieur d'un espace que l'anthropologie suppose anhistorique et qui démontre ainsi qu'il ne l'est pas, la tension narrative qui produit l'intérêt du lecteur chez Feraoun ou Maméry repose quant à elle sur l'étanchéité entre des langages sociaux qui n'ont pas le même rapport à l'histoire, et développe donc des systèmes sémantiques inconciliables. C'est l'essence même du tragique, si l'on en croit Jean-Pierre Vernant. Le sacrifice tragique est l'apostrophe. Illustration du changement de sens des mots eux-mêmes. Or, on n'a pas attendu René Girard pour savoir que toutes les fondations sociales reposent sur un sacrifice. Et la naissance d'une littérature, elle-même inséparable d'une problématisation du rapport à l'histoire, n'échappe pas à la règle. Sacrifice des héros de Feraoun ou Maméry, qui meurent comme Mokrane dans la colline oubliée à la limite de deux mondes, entre lesquels le sens de sa marche s'était inversé. Sacrifice surtout des mères, déjà dans la colline oubliée, mais également plus tard, lors de cette deuxième naissance de la littérature maghrébine au début des années 1970, dans ces textes fondateurs que sont précisément La répudiation, de Rachid Boujedra, ou Arruda de Tahar Ben Jelloun au Maroc. Ces romans à nouveau fondateurs reposent dans cette fonction, sur ce sacrifice, que Kateb enfin montre à la fin du Polygone étoilé comme explicitement lié à son entrée dans la langue française et partant dans la littérature, subordonné explicitement à la perte de la mère et à l'entrée dans la gueule du loup de la langue française. Ainsi se referma le piège des temps modernes sur mes frêles racines, et j'enrage à présent de ma stupide fierté, le jour où, un journal français à la main, ma mère s'installa devant ma table de travail, lointaine comme jamais, pâle et silencieuse, comme si la petite main du cruel écolier lui faisait un devoir puisqu'il était son fils, de s'imposer pour lui la camisole du silence, et même de le suivre au bout de son effort et de sa solitude, dans la gueule du loup. L'entrée dans la langue française, c'est-à-dire l'entrée pour un enfant qui de plus s'appelle Kateb, écrivain. Dans son œuvre future de très grand écrivain dans cette langue, signifiera donc la capitulation et la perte de la mère, et même son entrée ultérieure dans la folie. Et la folie n'est-elle pas également cette crise fondatrice du sens, sur laquelle repose la dynamique tragique selon Vernant ? Quoi qu'il en soit, l'inattendu ici est de taille, qui me permit d'expliquer la dynamique même du surgissement de cette littérature par ce concept de tragique que l'histoire littéraire semblait réserver à la tragédie grecque, ou tout au plus à Corneille et Racine, si éloignés a priori de la problématique soulevée ici. Or cette dimension fondatrice du sacrifice tragique, tout en étant explicitement liée au changement radical de modèle de société, de mentalité, de mode de communication comme de représentation du monde que provoqua la décolonisation, en un temps relativement bref qui n'a d'égal dans cette brièveté que celui de l'invention de la démocratie chez les Athéniens, fait peut-être également partie de l'essence même de la littérarité. N'est-ce pas Blanchot qui parlait d'écriture du désastre, pour nous dire que la littérarité la plus accomplie ne se réalise que dans l'acte même dans lequel le sujet créateur se perd ? Le sacrifice tragique,
fondateur d'une mutation radicale de la vision du monde chez Sophocle et générateur aussi du roman maghrébin des années 1950 ou 1960, à partie liée, dans son ambiguïté, avec cette perte du sujet créateur par laquelle la littérarité se réalise chez Blanchot. Et dès lors l'attente idéologique de ce que la récente théorie postcoloniale appelle une scénographie anthropologique, destinée à affirmer l'existence même d'une civilisation méconnue, se trouve d'une certaine manière devenir la négation de la littérarité, et contredire même la dynamique de ces textes qui ne disent leur objet que dans l'acte même par lequel ils le perdent. Anthropologique, ces premiers textes le sont peut-être, mais au sens de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Décrire une société traditionnelle pour la faire connaître et vivre dans cette reconnaissance n'est possible qu'en perdant l'objet de cette description au moment même où on le met à jour et dans cet acte même. Et de fait, ces villages sont tous saisis par les premiers romans de la littérature algérienne au moment même où, par l'irruption de l'histoire, ils sont en train de se perdre, et c'est la dynamique de cette perte qui produit l'intérêt poétique majeur d'un roman aussi beau que La colline oubliée. La révélation de cette productivité par la perte, qui bouleversait toutes mes attentes d'affirmation positive de l'être collectif à travers ces textes, fut un inattendu tardif, mais essentiel, dans ma découverte de cette littérature. Il me permettait en effet de passer d'une attente restée longtemps encore documentaire ou politique, à une attente de littérarité indépendante de l'espace de référence des récits que je lisais, et de son affirmation face aux diverses négations dont il était l'objet. Et c'est là que l'œuvre de Mohamed Dib, et à un moindre degré celle de Nabil Farès, me permirent de répondre au désarroi épistémologique que cet inattendu provoquait en moi. L'œuvre de Farès est tout entière construite sur une blessure initiale, sur une perte de tout lieu où vivre, et elle s'inscrit dans et par cette blessure même. Aucun lieu. Que cette déflagration meurtrière de votre terre. Oui. Une peine à vivre. Qu'une folie à circonscrire. Qu'une mort à accomplir. Aucun lieu en ce monde. Votre pas et votre désir désaccouplé. Notre règne parmi les pierres, les herbes, et vos champs. Aucun lieu. Il n'existe aucun lieu en ce monde. Cet extrait de la 4e de couverture du Chant des Oliviers est parfaitement explicite. Quant à celle de Mohamed Dib, j'ai découvert dès la lecture de Cours sur la rive sauvage qu'elle ne pouvait pas être réduite comme le faisait alors la quasi-totalité des critiques, à sa trilogie Algérie, dans laquelle on ne voyait de plus qu'un engagement réaliste dont j'ai montré qu'il n'en était pas l'essentiel. Ma lecture de La danse du roi fut un peu plus tard la révélation de préoccupations intimes très profondes chez moi, et c'est de l'article que je publiai alors sur ce livre, et que je ne lui ai envoyé que bien plus tard, alors qu'il était en pleine rédaction de Abel que date la relation quasi-filiale que j'eus ensuite avec lui jusqu'à sa mort, au point de devenir parfois bien agressif avec les auteurs d'interprétation du texte dit bien qui n'allaient pas dans le même sens que les miennes, et d'en arriver même un temps à ne plus rien pouvoir écrire sur son œuvre. Car ce qui me fascinait dans cette œuvre, c'est en partie le fait qu'elle soit une des rares œuvres littéraires entièrement habitées par ce vide en deçà de la parole, d'où néanmoins elle procède et qui en marque du même coup les limites. L'œuvre de Dib est le plus souvent d'une part quête de sens, celui de l'identité tant individuelle que collective, celui de l'action comme de l'amour, comme de la folie, comme de la mort, et enfin une interrogation sans fin sur l'au-delà de la parole et son indicible. Mais d'autre part elle n'a de cesse de mettre en avant l'évidence que souligne Tijani dans Le Maître de chasse, qu'il n'y a jamais de véritable réponse à cette quête pourtant nécessaire. Rien. Voilà qui me met en joie. Une réponse se réduisant au mot rien, il y a de quoi être comblé. Je m'en tiens là, moi aussi je n'ajoute pas autre chose. La parole est maintenant à la pupille du jour dilatée sur ces montagnes. Elle est au vent et à la lumière qui balaie leur solitude. Elle est à l'après-midi qui ne passe plus. Déjà dans Qui se souvient de la mer en effet, la fin ne contient aucune réponse et sa signification politique est pour le moins ambiguë. Cours sur la rive sauvage se termine sur le rire strident de Hélé dans la nuit déserte, qui récuse toute réponse cohérente. Rire strident qu'on retrouve chez Kamal à la fin de Dieu en barbarie lorsqu'il reçoit enfin cette réponse tant cherchée, et qui pourtant ne lui apprend rien qu'il ne sût déjà. Et l'hébétude comme la dérision finale dans La danse du roi, n'ont d'égal que celle de Ède à la fin des terrasses d'Orsol. Elle entre avec un sac à provisions à la main.
Vous savez quoi, mademoiselle? Dès que je serai sortie d'ici, j'irai m'installer à Jarbert, vivre à Jarbert le restant de mes jours. Et vous savez, j'ai retrouvé le titre du film que j'ai vu là-bas. Ça m'est revenu tout seul, Forever. Je retrouverai à elle aussi. Ed, tu es à Jarbert. Je suis à elle? À elle. Ah, à elle. Elle est là-bas, à Jarbert. Quant au maître de chasse, non seulement comme on vient de le voir le sens de la quête y est récusé, mais l'y est aussi toute action. Ne rien faire, est-ce trop nous demander? Y dit encore Tijani, car toute action a commencé par celle de ces mendiants de Dieu, venus aider les Ouled Salem à trouver l'eau dans leur désert, est outrage. Le réel échappera en effet toujours à toute parole de maîtrise, ce qu'on voyait déjà dans la trilogie Algérie elle-même, dans l'humilité et le retrait de Hamid Saraï. Mais dans le maître de chasse encore, l'absence de réponse à une question qui ne vaut peut-être que parce qu'elle ne pourra jamais être satisfaite, sera soulignée par l'ironie de la fin. La mort de Hakim Madjar fournira aux Ouled Salem qui n'ont pas répondu à la question des mendiants de Dieu, le saint, la réponse incompréhensible dans une logique citadine qu'ils attendaient depuis si longtemps. Comme chez Kateb, on pourra donc souligner chez Dib cette profonde ironie qui rend évident le fait qu'il n'y a jamais de réponse. Et le fait que la littérarité réside en grande partie dans cette absence de réponse, et dans la perte ou la dissolution dans sa question pourtant essentielle, de celui qui la pose. Le cycle nordique, qui commence par les terrasses d'Orsol, mais que préfigurait déjà Abel, répond peut-être à une nécessité biographique chez l'auteur. Mais il permet surtout de mettre en scène dans le déplacement, dans la délocalisation, la nécessité de poser ces questions dans lesquelles il faut avoir le courage de se perdre, et non de donner la réponse par le dire du lieu qu'était en partie la trilogie Algérie avant même d'avoir pu poser la question. 5. En guise de conclusion. Transposé dans une réflexion sur la littérarité et son langage, l'auto-immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid fin 2010 peut être mise en parallèle avec cette fonction fondatrice du sacrifice et de la perte que j'ai développée dans cet exposé. Elle est un langage n'énonçant pas sa signification de façon explicite et venant après bien d'autres suicides n'ayant pas eu le même effet, langage qui rencontre un moment historique précis, lequel n'a cependant pas encore délivré lui-même un sens exact, si toutefois il en a un. Cette auto-immolation et son impact révolutionnaire, renvoyant toutes les idéologies à l'impuissance, sont un inattendu majeur. Ce qui est en cause, ce sont bien les pouvoirs du langage et l'efficacité du sens. Car même si l'analyse historique découvre les causes objectives de ces soulèvements, elle n'en expliquera jamais l'irrationalité fondamentale du surgissement. Et c'est peut-être en cela que toute révolution est aussi quelque part littérature, par son inattendu. Présentation. Comment penser l'inattendu? Elena Kitty. Touria Philly Tulon. Blandine Valfort. Le colloque organisé à l'Université Lumière Lyon 2 du 23 au 25 octobre 2013, à la suite d'une première journée d'études le 23 novembre 2012, n'a pas été une simple réaction émotive à l'injonction d'une actualité brûlante. L'immense circulation discursive qui a tenté de rendre compte des soulèvements populaires dans les pays arabes à partir de décembre 2010 et l'inflation nominative, surtout médiatique, qui a essayé de les cerner ont progressivement fait surgir un questionnement sur la manière dont les littératures et les écritures créatives ont interagi avec ces soulèvements comme en amont, elles l'avaient fait avec les soubresauts des sociétés concernées. C'est le professeur Charles Bonne qui a le premier esquissé la thématique de ces rencontres. L'idée, germée au sein de l'association France-Algérie, a été relayée par l'équipe de Passage 2021 et A4160, et en particulier par les chercheurs s'intéressant aux littératures francophones. La journée d'études initiale a, dans une large mesure, été consacrée à l'Algérie, mais dans une optique transversale et pluridisciplinaire. En effet, des éclairages divers ont contribué à interroger l'absence de l'Algérie sur la scène des récentes révolutions arabes, mais à explorer également les différentes configurations littéraires et artistiques des virtualités contestataires. Le colloque lui-même a été centré sur l'inattendu dans la création littéraire et artistique à la lumière du printemps arabe. Dans une volonté de décloisonnement et de comparaison,
le regard était simultanément porté sur les ferments culturels de la contestation apparus sur la rive sud de la Méditerranée et au Proche-Orient, ainsi que sur les débats qu'ils ont déclenchés au nord. La notion d'inattendu, explorée à partir d'horizons disciplinaires différents, a permis de réunir littéraires, historiens et spécialistes des sciences du langage autour d'un thème fédérateur, dont les développements ont souvent mené à repenser acquis et postures. 1. Le vertige nominatif. Dès le début des soulèvements en Tunisie, en décembre 2010, l'enjeu terminologique s'est révélé d'une importance cruciale. Donner un nom aux événements signifiait, autant pour les acteurs que pour les observateurs, surmonter la stupeur ou la crainte, sortir de l'impasse du silence, ramener aux grilles de lecture forgées par le passé des mouvements dont l'avenir était imprévisible. Souvent, les médias européens ont véhiculé des comparaisons écrasantes. Ainsi, dès le 19 janvier 2011, quelques jours à peine après la fuite de Ben Ali, l'historien français Jean Tullard affirmait-il, dans Le Monde, que la Tunisie est sans doute en train de vivre l'année 1789 de sa révolution. Érigée en modèle, la Révolution française devenait le paradigme absolu à la lumière duquel jaugeaient les changements à l'œuvre dans le monde arabe. D'autres rapprochements ont été proposés au fil du temps. Les révolutions de 1989, qui ont marqué l'entrée des anciennes républiques soviétiques dans le bloc libéral, ont ainsi pu servir de modèle pour évaluer les trajectoires de la Tunisie et de l'Égypte après la fin des régimes de Ben Ali et de Moubarak. La distance entre ce modèle et les réalités du terrain a souvent été considérée comme une inquiétante exception. Une déviance par rapport à la transition démocratique telle qu'elle aurait dû se dérouler. Toutefois, la comparaison la plus présente a mis en relation les récents soulèvements arabes avec les révolutions européennes de 1848, connues sous le nom de Printemps des peuples. Cette analogie, dressée entre des phénomènes éloignés dans l'espace comme dans le temps, a donné naissance à l'appellation de printemps arabe. Le dénominateur commun qu'on a décelé entre ces deux printemps consistait principalement dans un jugement de valeur. Le contexte de crise économique aurait en 1848 comme en 2010 à 2011 donné lieu à des insurrections de la faim suscitées par le malaise social plus que par une revendication de liberté consciemment assumée. En filigrane, c'est la distinction entre révolte et révolution qui ressurgissait et disqualifiait a priori les soulèvements arabes comme relevant de la première catégorie. Dans cette perspective, les révolutions européennes à proprement parler, dont l'idéal type serait la Révolution française, sont vues comme la conséquence de mouvements politiques, si ce n'est philosophiques, de longue haleine, susceptibles de changer radicalement les mentalités puis les sociétés. Les révoltes arabes seraient en revanche des éruptions ponctuelles, aussi spontanées que désorganisées, sans leader ni programme, destinées par nature à l'échec ou à la récupération de la part d'instances autoritaires. À l'encontre de ce cliché rétrospectif esquissant des mouvements sans substrat culturel, donc sans avenir politique, les contributions réunies dans ce volume prétendent montrer toute la vitalité des scènes artistiques et culturelles arabes, ainsi que celle des débats sur les droits individuels et les évolutions sociétales, et cela bien avant 2011 et sans qu'on doive se limiter aux pays de la zone dont les régimes ont été renversés. Avec Charles Tilly, nous pouvons en effet distinguer entre situation révolutionnaire, caractérisée par un pouvoir disputé entre deux partis en lutte, et issue révolutionnaire, avec le passage du pouvoir d'une partie à l'autre, et contourner ainsi l'opposition entre révolte et révolution. Ce contournement semble d'autant plus nécessaire qu'en arabe, l'antithèse n'est pas opératoire. Le terme de Thaoura, traditionnellement traduit par révolution, désigne un soulèvement, une rébellion dont l'issue n'est pas envisagée. Si, dans ce volume, nous avons choisi de garder l'expression de printemps arabe, avec les guillemets qui s'imposent, ce n'est donc pas par adhésion idéologique au paradigme et au jugement de valeur qu'il véhicule, mais par simple souci de lisibilité. Rien ne proscrit d'employer en toute connaissance de cause, non sans la questionner, une appellation que sa diffusion généralisée a transformée en nom propre. 2. Les pièges de l'attente. Parler d'inattendu en rapport avec un événement suppose l'attestation d'une rupture dans une cyclicité fermée, répétitive et prévisible. L'inattendu est ce qui exorcise la fin inévitable,
soustrait à l'enchaînement d'une causalité linéaire et surgit comme une déviance, une nouveauté, un inédit. Il est donc tout le contraire du maktoub, de ce qui est déjà écrit. Il est la promesse d'une écriture à venir. Mais pourquoi envisager l'écriture liée au printemps arabe, comme un inattendu? Un rapport d'information sur les révolutions arabes, rédigé entre 2012 et 2013 par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, parlait d'un réveil arabe inattendu et très hétérogène. Mais ce n'est pas seulement le monde politique qui a été pris au dépourvu par les soulèvements arabes. Comme l'historienne Jocelyne Dakhlia le rappelle, les milieux de la culture et de la recherche ont également été déconcertés face à ces soubresauts révolutionnaires, et il n'y aurait donc pas de sens à prétendre l'événement prévisible et à l'enfermer rétrospectivement dans une linéarité historique. Pourtant, le caractère inattendu des événements de 2010 à 2011 ne s'explique pas uniquement sur la base de leur indéniable composante de rupture. S'il n'était pas attendu, c'est aussi à cause d'un horizon d'attente figé, incapable d'envisager pour le monde arabe une perspective qui ne soit pas une réédition jusqu'à épuisement de la situation observée sur le terrain. Comme si, après les décolonisations, ces pays étaient sortis de l'histoire pour retomber dans un état de passivité structurelle, où aucun événement ne peut se produire. C'est à ce préjugé que fait allusion Dakhlia par l'expression de « pays sans bruit », employée à propos de la Tunisie de Ben Ali dans Le Regard des étrangers. Petit pays connu pour la douceur de son climat, plus que pour la brutalité de sa dictature, et encore moins pour l'ardeur de ses opposants. Au-delà des métaphores sensorielles, le bruit, le regard, c'est bien de perception qu'il s'agit, lié à un horizon culturel de départ qui encadre et oriente chez les observateurs l'appréciation des phénomènes observés. L'un des buts de la réflexion entamée par la journée d'études et poursuivie par le colloque, était d'analyser ces points de départ. Ces acquis qui, issus de lectures validées, sédimentées dans le temps, permettent la lecture des faits nouveaux et lui donnent de la substance. Loin de plaider pour une table rase, aussi illusoire qu'inutile, de ces catégories d'analyse, le chercheur se doit de les faire remonter à la conscience, en explicitant la trame inexprimée de ses perceptions, de ses connaissances et méconnaissances, de ses attentes et dirait-on de ses mésattentes. La première partie de ce volume, consacrée aux postures et interrogations épistémologiques, tente de répondre à cette nécessité. Elle est suivie par une section où l'on analyse l'inattendu sur le terrain, dans les pratiques culturelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.